Namasté, salam alaikum. Bienvenue à tous dans le Ashram pour une nouvelle capsule des débrouillards. Alors pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant et qui découvrent le projet des débrouillards et qui se demandent qu'est-ce que c'est, en gros, c'est l'idée de mettre en réseau plusieurs artistes, des artistes confirmés, des artistes en devenir, les mettre en réseau dans un projet de capsule enregistrée. Alors il y a une partie qui est une interview, une autre qui est leur expression musicale. Elle peut être live en solo, malheureusement à cause des problèmes que vous connaissez de distanciation, ou sous forme d'un clip. Et puis ces capsules vont être partagées sur 3 plateformes, Facebook, YouTube et Instagram des débrouillards. Et chaque artiste s'engage à non seulement publier sa capsule, mais publier les capsules des autres. Ainsi, au lieu de faire une chose dans son coin, il sera vu 18 fois plus et chacun fera découvrir du coup les talents même à d'autres continents, puisqu'on a des artistes qui viennent soit de Guinée, soit de Syrie, soit d'Andalousie, enfin voilà. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi la chance d'avoir l'amitié de plus de 40 parrains des médias et de la culture qui vont donner un boost à toutes ces petites capsules et en espérant voilà, que la culture non seulement garde la tête hors de l'eau, mais surtout sorte de l'eau et continue à nous faire rêver. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Manu Hermia. Bonjour. Alors Manu Hermia, c'est ton nom de scène, on te connaît comme ça depuis belle lurette. Moi, j'ai eu la chance d'avoir même jammé chez toi dans ma cave, chaussée de Ninove, il y a 30 ans pratiquement. Ouais. C'était en 91. J'ai eu la même chance que toi. et donc, on était un peu plus garnis et moi, j'étais un peu plus mince. J'avais des cheveux longs. Enfin, j'avais des cheveux. T'avais des cheveux. Mais c'était par contre, tu étais beaucoup dans le saxophone à ce moment-là. Tu n'avais pas encore touché à tout ce qui était indien. Non. Alors, Manu, l'idée de ce débrouillard, d'abord, merci de nous faire l'amitié d'avoir rejoint comme ça au pied levé. J'ai appelé tout le monde et tout le monde a dit oui en moins de 15 jours. Le fait que tu vas être publié par Nfali Kouyaté qui vient de Guinée, ou Antonio Segura qui vient d'Andalousie, ou alors Mohamed Marouane au Maroc, ou je ne sais pas, Janena c'est le Portugal, ou alors même notre ami Karim Baghili pour la Syrie, c'est un public qui ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton parcours. Alors je t'invite à regarder la caméra et pendant quelques secondes, raconte-nous et explique-nous qui est Manu d'un point de vue artistique, quoi. Ok. Alors moi au départ je suis saxophoniste de jazz, au départ, né en Belgique. Et puis pendant une quinzaine d'années, chaque année je me suis offert un beau voyage avec mon sac à dos, avant que j'aie une famille. Et puis ça m'a permis de découvrir le monde, mais aussi les musiques du monde. Et tout particulièrement une flûte indienne qui s'appelle le bansuri. Et donc j'ai eu l'occasion d'apprendre un peu les musiques du Brésil, de Cuba, certaines musiques d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Maghreb et de Chine et de l'Inde. L'Inde ayant été un gros morceau dans ce parcours. Et donc voilà, aujourd'hui j'essaie d'être un citoyen du monde, né en Belgique. Voilà, je ne fais pas de la musique belge, je ne fais pas de la musique indienne ni de la musique arabe, je fais un melting pot de tous ces langages que je trouve tous passionnants. Donc j'essaie chaque fois quand même de rentrer dans la culture et de l'honorer, mais aussi au bout du compte de m'approprier ça. Avec toujours la dimension de jazz dans le fond ou pas nécessairement? Avec la dimension de l'improvisation dans le fond. En fait, ce qui m'intéresse dans le jazz, c'est pas spécialement le jazz, c'est l'improvisation. Okay. Moi, je compose, mais j'improvise et je laisse toujours de la place pour l'impro. Voilà. Et donc moi, ce qui me passionne aussi, c'est une forme d'engagement, c'est de se dire finalement, c'est quoi être musicien aujourd'hui au XXIe siècle? C'est la mondialisation. Et en même temps, ici en Belgique, on ne peut pas dire qu'on ait une culture de terroir très marquée à défendre comme patrimoine culturel. Donc moi, ma façon de m'ancrer dans le ici, maintenant, finalement, c'est d'honorer une diversité du monde qui est le mien, parce que je me vis vraiment comme un citoyen du monde. Et en même temps, de la faire résonner autrement à cette époque-ci, c'est-à-dire en essayant de créer un langage qui se nourrit d'un peu tout ça. Voilà. Ok, super. Alors j'essaie de créer une espèce de canevas de questions. Bien évidemment, on peut sortir du cadre tant qu'on reste dans les mêmes valeurs pour que chacun puisse retrouver un peu le même style de questions. Alors j'avais demandé à chacun de réfléchir à un coup de gueule ou juste quelque chose qui a tendance à l'énerver ou qui l'a énervé, peut-être qu'il ne l'énerve plus. Est-ce que tu as réfléchi un peu à la question? Oui, mais j'avais une question avant ça. Est-ce que ça doit être par rapport à la crise qu'on traverse ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment open bar avec juste un verre d'eau. Oui, ben
je crois que la question de l'unité et de la diversité est quelque chose qui est très présent dans mon esprit au fil des ans. Et parce que j'ai la chance de pouvoir d'avoir pas mal voyagé et travaillé avec des musiciens un peu partout dans le monde. Et donc cette diversité, finalement, elle a fait partie de ma vie. Et je trouve qu'on vit dans une société où, pour l'instant, on polarise beaucoup sur les différences. D'accord. Et c'est pas encore clair pour tous les êtres humains au XXIe siècle. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois aux États-Unis et tout, que l'humanité est une seule famille et une seule espèce. Et qu'à l'intérieur de ça, on a le droit de défendre une diversité culturelle, mais en essayant d'intégrer le fait qu'on a une aventure commune à défendre aussi. Et je crois que c'est la grande aventure de notre époque. Et qu'est-ce qui, toi, te révolte ? Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui essayent de faire marche arrière au lieu d'aller en avant. Parce que je crois que pour faire face aux défis qui nous attendent, la crise Covid étant probablement pas grand-chose à côté de la crise écologique qui nous pend au nez dans les années qui viennent, je crois que le fait d'avoir conscience que l'aventure de l'humanité est une seule et même aventure, où on est tous dans le même bateau, est absolument essentiel. Et à l'intérieur de ça, oui, il faut défendre les langues, il faut défendre la diversité des cultures, il faut défendre des spécificités locales, mais avec une conscience quand même qu'on fait tous partie de la même famille. Et moi, ça m'hallucine de voir qu'il y a encore des forces politiques et nationalistes, etc., qui essayent d'aller... de faire marche arrière. Même. Oui, tout à fait. Donc mon coup de gueule, il est par rapport à ça, parce que je trouve ça plus que barbare. Je comprends. A contrario, qu'est-ce qui toi te réjouit, qu'est-ce qui te fait battre le cœur, qu'est-ce qui te... quel serait ton coup de cœur avec tout ça? Alors, mon coup de cœur, je suis un utopiste. Ok. Donc, moi, je rêve d'un monde où justement, on aurait un genre d'ONU citoyenne. Ok. Oui, l'agora des gens, quoi. Oui, l'agora des gens. Je rêve d'une démocratie globale. Je rêve de pouvoir aussi se donner les moyens de... Mais ça, c'est un rêve. Mais quel est ton coup de cœur? Parce qu'il n'existe pas. Non, mais mon coup de cœur avec ça, je crois que cette année, bizarrement, avec la crise du Covid, j'ai senti qu'il y avait une prise de conscience quand même plus profonde du fait que le mode de vie qui est le nôtre est périmé, et obsolète, et aussi nocif pour notre espèce et pour les générations à venir. Et que quelque part, dans cette graine de prise de conscience, moi, la seule chose qui m'a réjoui au début de la crise, bizarrement, c'est délicat à dire, mais ce qui m'a réjoui, c'était de voir qu'à partir du moment où on le veut, on peut laisser les avions au sol, on peut décider que le profit n'est pas la chose la plus importante du monde, mais que la santé, par exemple, ou l'éducation. Voilà. Bon, alors pour la culture, on a bien ramassé, mais au moins pour la santé, ça a été un premier pas, ça a été accepté que ça passait au-dessus de l'économie, du capitalisme, du machin. Et donc, bon, c'est le petit quelque chose. Je me suis dit, voilà, si on est capable de le faire par rapport à ça, on est peut-être capable de le faire aussi par rapport au néo-capitalisme. J'ai l'impression que les sociétés, c'est quand elles sont vraiment acculées à l'essentiel qu'elles vont à l'essentiel, quoi. Que tu n'as pas eu l'impression, enfin moi c'est mon ressenti, quand je voyais en juillet et août, j'ai eu la chance de tourner, tu vois, dans les parcs avec des contes, donc j'ai pas pu faire ma formule à 4 machin dans des salles, mais c'est pas grave, j'ai pu faire rêver des gosses, mais j'ai observé au-dessus de la haie, et il y a quelque chose qui m'effrayait, c'est tous ces gens qui du jour au lendemain ont repris Ryanair, ont fini dans le sud, ont été dans les plages. Oui, parce que le système va essayer de revenir à ce qu'il était, parce que c'est un système capitaliste économique. Justement que tout ça, c'est des vœux pieux, mais qu'après... Oui, mais c'est les gens qui font... Évidemment, je veux dire, le système qui nous gouverne, au sens le plus large, je ne parle même pas de l'État, je parle du système économique, capitaliste, c'est un ogre puissant. En plus, on est conditionné à ça. Et on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, et on identifie nous-mêmes encore nos libertés à la consommation, à la façon dont on les prend. Mais en même temps, j'ai lu quelque chose d'intéressant, c'est qu'en Chine, le mot crise signifie chance à saisir. Ah ok, opportunité. Voilà, opportunité quelque part. Okay. Et je me suis dit, les premiers mois, je me suis dit, ouais, peut-être que globalement, dans les petites étincelles
et dans l'accélération de l'acceptation du changement que ça va générer chez nous, ça va peut-être réveiller des choses. Okay. Parce que finalement, l'être humain que nous sommes, on n'est pas apte à changer aussi vite que ce que la situation dans laquelle on s'est mis aujourd'hui nous demande. Voilà. Le changement fait peur. Et je crois qu'on a besoin d'être secoué en profondeur pour accepter qu'on doit changer. Alors, et je ne parle même pas de la crise Covid de nouveau, je parle plutôt de ce qui nous a... Manu, je t'arrête parce que... Ben oui, on pourra parler des heures. J'ai trouvé plus beau parleur que moi, plus grand parleur que moi, mais toutes tes valeurs, je les partage à 2000%, et d'ailleurs, ben, c'est pas... On sait bien qu'on fait partie de... Voilà, c'est pas non plus invraisemblable que tu sois ici, parce que je sais ce que tu défends comme valeur depuis un bout de temps. Je t'ai demandé au téléphone si tu avais une expression musicale. Et alors, toi, contrairement à tout le monde, il y en a qui m'ont dit ben, je viens avec une guitare. Et l'autre m'a dit je viens avec un clip. Toi, tu m'as dit carrément j'ai un clip et je viens avec un bansuri, si je prononce bien. Allah, c'est ce que disait le nom des Nuba. Les Nuba vient de l'arabe Nuba, le tour à tour. Tour à tour, le musicien, le poète, le joueur de luth venait clamer son morceau devant le sultan. Et l'assemblée en général, quand le morceau était beau, sinon il se faisait décapiter, disait Allah. Et alors le paradoxe dans l'histoire de la Reconquista espagnole, c'est pour le petit clin d'œil à cette carte de l'Empire islamique de l'époque, c'est que les Espagnols ont repris plus tard Olé. Ouais. Donc quand il y en a qui aujourd'hui crient Olé, ils ne se rendent pas compte que c'était plutôt Allah à l'époque, c'était une acclamation. Ça vient de là. Ça vient d'une acclamation divine en disant je prends Dieu à témoin, qu'on soit croyant ou pas. Comment la chose est-elle belle. Donc, c'est pour ça que le Olé vient de Allah. Voilà, exactement. Incroyable. D'où voilà on m'apprend des choses, c'est chouette. Voilà, ben, écoute, c'était le quart d'heure du Gai Savoir. Et toi, tu nous apprends. Alors, dis-nous juste brièvement, c'est quoi cet instrument et qu'est-ce qui t'a amené à toucher à cet instrument? Alors ça, c'est le bansuri, c'est la flûte classique de l'Inde du Nord. Okay. Qui au départ était plus petite, c'était une flûte traditionnelle comme il y en a dans tous les folklores. Et il y a plus ou moins un siècle, ils en ont créé des plus grandes pour qu'elles puissent intégrer la grande musique classique indienne, la musique hindoustanie ou la musique carnatique. Dans ce cas-ci, c'est la musique hindoustanie. Et c'est seulement quand ils ont créé ces plus grandes flûtes qu'ils ont pu jouer le répertoire des ragas classiques. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer ça? C'était purement accidentel. J'étais en Inde. Et à une époque où j'allais pas très bien, mais j'avais du temps à passer là-bas. Et j'ai entendu un flûtiste jouer, j'ai été voir, j'ai pris un cours. Ça n'a pas été du tout. Je me suis dit, je suis saxophoniste, ça va aller vite. Mais en fait, la façon dont il faut mettre la posture des doigts et tout, il n'y a rien qui sortait. Ni le souffle. Mais le son de cette flûte me faisait vraiment vibrer. Et alors voilà, j'ai passé 2-3 ans à pratiquer quand même très, très ardemment. Et puis à un moment, voilà, c'est rentré. Et puis j'ai commencé à jouer une petite intro par-ci, une petite intro par-là. Et après quelques années, j'ai lancé des projets où je peux... Alors Manu, comme le temps nous est compté, je t'ai demandé aussi un clip musical. Ouais. Quel clip tu nous proposes en fait? Alors je vais vous proposer un clip en duo. D'accord. C'est un tout nouveau duo qu'on est en train de monter avec Simon Leleu. Ah, okay, pas la loi. Je crois que je t'ai vu aussi jouer avec la loi à l'accordéon à un moment donné ou pas du tout? Oui, c'est un petit concert exceptionnel qu'on a fait avec Didier, qu'on avait fait pour le Festival d'Art de Huy. Voilà, ok, mais ça rien. Et donc là, c'est un petit duo avec Simon Leleu qu'on est en train de préparer tout un répertoire. Lui joue à quoi? Percussion. Percussion, ouais. Et flûte, sax ou quoi? Bansuri. Donc ça sera ça le clip alors. Voilà. Tu as un nom pour ce clip-là?
Pour le morceau, le nom du morceau, je n'ai pas encore choisi lequel ce sera. On a fait j'ai reçu les images et les enregistrements hier et j'ai pas encore monté. Bon, ben pour le plaisir. Et ce sera un des morceaux avec Simon. On va l'appeler le morceau des débrouillards. Donc on découvre le morceau de Manu Hermia et de Simon Leleu. Simon Leleu. Alors voilà, on revient de ce beau moment musical. J'espère en tout cas qu'il va voyager un peu partout. Alors imagine, je vois que tu es un utopiste comme moi, donc les utopistes, c'est des rêveurs. Ouais. On se rêve demain matin, ce Covid a dégagé. La société, elle est un peu comme on l'aime, c'est-à-dire multiculturelle. Et dans multiculturel, il y a le mot culture. On peut enfin jouer, on peut enfin retrouver nos scènes, on peut enfin retrouver notre public. Quels sont les projets dans les mois et les années à venir? Tu regardes la caméra et tu nous vends ce que tu vas nous offrir dans les mois qui viennent. Ok. Alors j'ai un album de jazz plutôt free qui sort en juin, qui s'appelle Manu Hermia Free Tête. On sera 5 avec Manolo Cabras à la contrebasse, Joao Lobo à la batterie, Samuel Blazer en trombone et Jean-Paul Estivenard à la trompette. Après ça, y a ce duo avec Simon Leleu qu'on est en train de monter. On n'est plus dans le jazz, là cette fois-ci on est nouveau vraiment dans la musique du monde. Mais Simon est comme moi, il est belge et il touche à toutes sortes de musique et on essaye de créer un univers nourri des musiques du monde, mais quand même à nous. Je prépare un spectacle jeune public aussi qui est un genre de conte musical qui sera joué avec Mjid Bekas, avec Stéphane Pougin, avec Marilyn Corot au chant et avec un conteur évidemment, Alain Éloi. Ça c'est les projets nouveaux qui vont sortir et puis évidemment il y a tous les anciens
qui continue à En espérant aussi que les dates vont revenir pour tout le monde, quoi. Inch'Allah. Alors, écoute, dans chaque émission, ils ont un rituel. Il y en a qui offrent des voitures de course, il y en a qui offrent des chevaux, d'autres qui offrent des cheveux. Moi, je vais simplement, au nom des débrouillards, t'offrir un certificat. Ok. Un certificat des débrouillards. Et te voilà officiellement un débrouillard. Il me reste à te dire, débrouille-toi. Shukran. Voilà, retrouvez toute cette interview sur les réseaux sociaux de Manu Hermia et ses projets qu'il va nous vendre sur Instagram, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à partager, c'est la seule manière de soutenir ces projets-là, de les diffuser. On a besoin de culture, mais on a besoin d'être soutenu parce que c'est des médias complètement alternatifs et complètement éphémères. Mais pour l'heure, il me reste à vous dire à très bientôt et comme on dit chez nous, ma salama. Tika